Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir ce soir à l'École nationale des chartes pour donc cette nouvelle conférence du cycle 4e de couverture qui, comme vous le savez, est un cycle spécifique. Nous en avons 4, des cycles de conférences, cycle spécifique consacré à l'actualité éditoriale de la maison, c'est-à-dire actualité éditoriale des publications de l'École des chartes, qui sont notre première maison d'édition, et publications également du comité des travaux historiques et scientifiques. Donc nous alternons dans les présentations au sein de ce cycle des conférences donc de présentation des nouveaux ouvrages issus soit des publications de l'École des chartes, soit des publications du comité des travaux historiques et scientifiques. Alors ce soir, il s'agit véritablement des publications de l'École des chartes et de la série, je dirais ultra connue, Mémoires et documents de l'école, le volume 114. Nous accueillons donc pour cette présentation d'ouvrage l'auteur, Damien Fonvieille, qui est donc archiviste paléographe, agrégé d'histoire, archiviste paléographe de la promotion 2016, donc c'est relativement récent encore. Donc félicitations pour cette belle publication. Damien, vous êtes actuellement attaché temporaire d'enseignement et de recherche en histoire moderne à l'université Bordeaux 3 Montaigne. Vous avez donc soutenu en 2020 une thèse de doctorat sous la codirection d'Alain Talon et d'Olivier Poncet ici présent, je vais le présenter dans quelques moments s'il en est besoin, à Sorbonne Université, sous le titre La Galaxie Bochetel, un clan de pouvoir au service de la couronne de France de Louis XII à Louis XIII. Et cette thèse, justement, vient de faire l'objet d'une très belle publication, un fort volume, puisqu'il est assez conséquent, il suffit de voir son épaisseur. Donc aux publications de l'École des chartes dans la collection Mémoires et documents de l'école, une thèse qui a reçu, je suis fière de le dire, le prix des antiquités de la France de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et donc pour discuter, pour présenter votre thèse, pour vous présenter votre travail et discuter autour, eh bien, je suis également très honorée d'accueillir ce soir Olivier Poncet, professeur d'archivistique, de diplomatie et d'histoire des institutions de l'époque moderne à l'École des chartes et qui donc a été votre référent sur cette thèse à l'École des chartes et ensuite votre co-directeur, ça vient d'être dit, pour votre thèse d'université, thèse de doctorat d'université soutenue donc à Sorbonne Université. Alors nous avons là une très belle recherche nourrie, l'épaisseur du volume le montre, sur l'histoire des élites politiques en France et en Europe au XVIe, XVIIe siècle, l'histoire de la diplomatie également à l'époque moderne. Ce sont des thèmes qui, je pense, vont faire l'objet de votre exposé conjoint et ensuite pourront nourrir la discussion qui ne manquera pas de s'ouvrir. Alors évidemment, pour la médiéviste que je suis, un petit peu spécialiste aussi du politique et du service de l'État, l'État qui, j'aime toujours à le rappeler, alors c'est bon voilà, naît bien avant le XVIe siècle, dès ce cœur du XIIIe siècle, qui voit véritablement ces constructions de centralité monarchique et princière dans toute l'Europe occidentale. Et donc c'est avec beaucoup d'intérêt que je vais vous entendre aussi, chers confrères, tous deux ce soir, parce que évidemment cette problématique des clans familiaux au service des centralités monarchiques et princières, elle est aussi réelle pour cette fin de la période médiévale. Et évidemment, j'ai en tête des clans familiaux dont les noms seront familiers à la plupart des auditeurs ce soir, je pense. Je pense aux Jouvenet, je pense aux Aubriot, enfin voilà, toutes ces familles qui évidemment se mettent au service du prince d'une manière générale, d'une manière familiale, donc avec toute la parentèle. On commence à occuper un certain nombre d'offices caractérisés, au prix évidemment avec cette nécessité de la fidélité à la couronne et au pouvoir princier, qui est une qualité évidemment éminemment recherchée. Il faut faire la part des choses
entre la qualité que procure le clan et puis évidemment l'exigence de fidélité au service du prince, qui est tout de même une nouveauté à accentuer, et notamment en ce qui concerne les familles d'extraction récentes, enfin nobles récentes, avec la problématique évidemment de l'anoblissement. Donc on peut être une manière de servir un petit peu différente de familles plus anciennes qui se situent de façon différente par rapport au prince et au pouvoir monarchique en général. Bien, alors tout ça, je pense que ça va nourrir aussi notre discussion de ce soir. Tout ça pour vous dire que je suis très heureuse de vous accueillir tous deux ce soir. Félicitations, chers jeunes confrères, pour cette belle publication qui, je pense, va vous accompagner évidemment avec bonheur la suite de votre carrière universitaire. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous cède sans plus tarder la parole à tous les deux, donc en vous souhaitant à nouveau la bienvenue au nom de notre école en cette soirée et au sein de ce cycle de conférences 4e de couverture. Merci à tous les deux et nous avons hâte de vous écouter. Je vous passe la parole sans plus tarder. Merci beaucoup, Madame la Directrice, cher Michel, pour cette introduction qui, je crois, nous a placé tout de suite au cœur du sujet. Je ne vais pas être très long dans mon introduction. Je vais simplement rappeler que nous célébrons à la fois la publication d'un livre qui est issu d'une thèse et qui est aussi issu d'un parcours universitaire marqué au sceau de l'excellence par effectivement un jeune confrère que j'ai eu la chance de suivre dans les débuts de sa recherche et dans l'accomplissement dont vous pouvez ce soir mesurer les fruits. Et donc une thèse qui était commencée pour partie sous forme d'une thèse d'école des Chartes, qui a été déjà jugée de très très bonne qualité, qui a été poursuivie après la réussite au concours d'agrégation d'histoire par la réalisation d'une thèse d'université de doctorat, qui a été reconnue par 2 fois. D'une part par la chancellerie des universités de Paris qui lui a décerné le prix Benabou d'histoire moderne et, comme l'a indiqué Madame la Directrice, par le prix des antiquités de la France décerné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc 2 milieux qui effectivement sont complémentaires mais qui ne sont pas les mêmes et qui célèbrent effectivement un ouvrage aux multiples facettes dont nous ne pourrons évidemment que relater quelques-unes d'entre elles, mais suffisamment, j'espère, pour vous donner envie de parcourir cet ouvrage qui n'est en réalité que la partie émergée de l'iceberg, peut-être nous le dira-t-il, mais Damien Fonvieille a consacré énormément de temps à élaborer des annexes qui ne peuvent trouver place dans un ouvrage imprimé, qui n'ont pas uniquement l'introduction à ces annexes, mais qui est évidemment la synthèse des réflexions qu'un jeune historien très informé, très travailleur a pu tirer d'un champ de recherche effectivement qui ressemble d'une certaine manière à l'école des Chartes, qui s'affranchit des limites chronologiques conventionnelles, qui plonge ses racines dans le milieu du XVe siècle et qui les poursuit jusqu'au XVIIe siècle, qui s'intéresse à des documents relativement délaissés, mais qui sont très nombreux dans nos dépôts d'archives, documents de gestion foncière, procuration, actes notariés de faible niveau, et qui ne craint pas d'affronter une paléographie souvent ingrate, difficile, en particulier lorsqu'il s'agit des petites choses. C'est souvent un peu le problème de la paléographie, c'est qu'elle devient très difficile quand le scripteur pense qu'il n'a pas grand-chose à tirer des documents qu'il écrit. Et tout le mérite de Damien Fonvieille réside aussi dans cette capacité à ne jamais se décourager, à toujours penser que la moindre notation peut faire sens, et je crois que c'est une belle leçon d'histoire qu'il nous offre aujourd'hui. Alors je vais tout de suite lui céder la parole en l'invitant peut-être, pour ouvrir la discussion, à nous expliquer le choix de cette couverture. Le choix d'une illustration pour un livre est toujours un choix engageant, et je crois que ces quelques blasons peuvent dire une partie de ce qu'a été votre projet. Merci à toutes et tous. De fait, moi aussi, je vais commencer peut-être par des remerciements quand même, puisque effectivement, je remercierai d'abord mes 2 directeurs, Olivier Poncet et Alain Talon, pour avoir suivi cette thèse, mon jury de thèse, Anne Monzon, Cédric Michon, Philippe Hamon et Marc Greengrass, qui en fait ont beaucoup enrichi le travail. Et enfin, je finirai, mais simplement par cela, rapidement, par l'École des Chartes, la Société de l'École des Chartes qui a permis à la publication financièrement.
et le travail d'édition qui est très important et qui permet de faire un livre aussi agréable à lire et sans trop d'erreurs par ailleurs. Voilà. Et je vous remercie à toutes et tous d'être présents, bien entendu. Et je commencerai effectivement par la couverture qui reprend, comme vous l'avez ici, plusieurs blasons et qui est issue d'une tapisserie en fait pour Nicolas III de Neuville, le père de Villeroy, qui est mort assez tard dans le XVIe siècle, à la fin. Et c'est assez curieux parce qu'au centre se trouvent effectivement les armes des Neuville entourées du collier de Saint-Michel, dont Nicolas III a été honoré, marquant le couronnement d'une ascension sociale au terme d'un siècle d'ascension qui les a fait passer de vendeurs de poissons aux Halles de Paris aux allées du Louvre. Et le plus curieux, c'est qu'il est encadré de blasons de leurs alliés. Alors, du museau, c'est assez normal, c'est la mère. Prud'homme, c'est l'épouse, encore assez normal. Cueillette, c'est la belle-mère. Mais ensuite, on trouve le Berruyer, qui sont les cousins. Et figurent aussi les Lobépine, alliés de son fils, les Bochetel et les Morvilliers, alliés de cette famille. Voilà une représentation très extensive de la parenté qui puise dans la bourgeoisie des ancêtres de Nicolas III, mais aussi dans les parents des alliés de son fils. La tapisserie, en fait, dit très bien les contours de la parenté à l'époque moderne, qui ne se limite pas aux oncles, aux parents, aux tantes, mais se pense comme un vaste ensemble, un groupe très large, où le critère, c'est avant tout la mobilisation des liens, une parenté opérationnelle, comme l'avait décrite un historien, Hugues Neveu. Et si l'on ouvre effectivement des testaments, des partages, des déclarations, on évoque souvent les parents présents, mais on ne se plonge que rarement dans ces allées tortueuses de la généalogie. Et pourtant, on découvre avec une certaine curiosité ces hommes, ces femmes qui sont pourtant très loin en termes de degré de parenté. Et c'est le cas de Jean de Morvilliers, évêque d'Orléans, jadis garde des Sceaux, conseiller écouté de la couronne, qui énumère dans son testament de 1577 un très grand nombre de parents. Mon travail est donc parti de cette interrogation, face aux ramifications apparemment tentaculaires d'un groupe de parenté qui a conduit à une réflexion sur la construction de l'État monarchique et sur l'exercice du pouvoir en famille. Vous l'avez bien dit, c'est une famille aux dimensions beaucoup plus étendues que ce que nous nommons aujourd'hui des familles. Et s'intéresser à ces familles, c'est finalement s'intéresser souvent à l'ensemble d'une histoire régionale, provinciale. Et je crois qu'il est important de comprendre d'où ces hommes viennent. Effectivement, ils acquièrent une notoriété, ils accèdent à l'histoire avec un grand H lorsque effectivement leurs actions sont le reflet aussi de ceux qu'ils servent, mais leur histoire prend sa source non pas au XVIe siècle où ils éclatent en quelque sorte sur le devant de la scène, mais bien en amont au XVe siècle, dans les dernières années de la guerre de Cent Ans, au moment où s'opère une forme de décentrement relativement inédit et limité de l'histoire de la monarchie française qui vient se loger sur les bords de Loire ou voire un petit peu plus loin du côté de Bourges ou de l'Auvergne selon évidemment les avancées des fronts guerriers. Et donc d'une certaine manière leur histoire c'est aussi l'histoire d'une monarchie qui se déplace, d'une monarchie qui change, qui s'ouvre à de nouveaux horizons, qui appelle de nouveaux experts qui ne sont plus les légistes tant vantés à juste titre de Philippe le Bel ou du roi médiéval, et qui préfigure, sans l'être tout à fait, ce qu'on appellera, sous Louis XIV, les ministres. Et donc je trouve intéressant que vous puissiez nous rappeler ce qu'a été cette saga familiale, avec le rôle des individualités, rapportées à des événements qui intéressent l'ensemble du groupe, mais qui sont aussi le creuset d'un État moderne. Depuis Jean-Philippe Genet, on sait, et Madame la directrice l'a rappelé, qu'il plonge ses racines loin dans l'époque médiévale, qui ne devrait plus être qualifié par opposition à une époque moderne, les deux effectivement se fondant, comme les Bochetel le montrent, dans une même continuité. Alors effectivement, l'origine du clan, et ça permet de brosser un peu le tableau des choses en préambule, prend ses racines en fait dans l'époque moderne. Alors voilà, ça c'est la représentation du cœur du clan qui permet de voir un petit peu le cœur du clan, et je vais dérouler au fur et à mesure de l'exposé les figures pour les portraits des personnages que l'on connaît. Alors, il y a 3 temps en fait dans le clan Bochetel qui sont assez simples. Le premier temps, c'est l'origine dans les bonnes villes de France, comme les ont dénommés Bernard Chevalier, où des bourgeois en ascension sociale en fait se mettent au service des princes du Val-de-Loire. Et nombre de ces bourgeois ont fait fortune dans le négoce, qui leur permet d'obtenir des liquidités, à investir ensuite dans la terre, dans l'office, dans la formation des héritiers. Le Val-de-Loire, à l'époque, est très propice à ces ascensions, puisque les princes apanagés y sont nombreux, et à partir de 1420, l'héritier du trône déshérité y trouve refuge. Et le centre de gravité du royaume bascule vers le sud. Les origines des familles du clan sont ainsi extrêmement modestes, et souvent dans la marchandise.
à l'instar d'ailleurs d'autres familles qui font leur ascension par le notariat, c'est le cas des Bellièvre en particulier, par les métiers du change. En Berry, plusieurs familles, plusieurs ancêtres de ces familles bourgeoises ont profité des affaires de l'argentier Jacques Coeur. Et on prête d'ailleurs au Bochetel une alliance avec Jacques Coeur. Mais tous les autres sont marchands. Les Lobépine sont marchands à Orléans et profitent de la Loire. Les Neuville, je l'ai dit brièvement, sont marchands à Paris et vendent du poisson. Cela leur sera beaucoup reproché. Tous ces hommes appartiennent aux élites urbaines et participent par ailleurs au gouvernement urbain. Les Bochetel sont maires et échevins à la fin du XVe siècle et œuvrent à la reconstruction de Bourges qui a été ravagée par un incendie en 1487. Ils peuplent les institutions locales. C'est le cas des Morvilliers à Blois, qui sont fournisseurs des comptes de Blois depuis le XIVe siècle, mais sont aussi officiers à la Chambre des comptes, à la fin du XVe siècle. La particularité des familles du clan, cependant, c'est que c'est un second rang dans les élites politiques. Ils sont au premier rang de leur ville, mais pas au premier rang politique. Le premier rang, c'est les financiers. Les financiers qui ont un profil tout à fait identique à ces familles, mais sont plus fortunés et ont acquis les offices de la haute finance, les trésoriers des finances, les généraux des finances, alors que se constitue un système financier au XVe siècle. Ces messieurs des finances sont consultés au Conseil et ont une surface politique importante. Ils sont, eux, très bien connus par les travaux de Bernard Chevalier. Il s'agit de ce qu'il a décrit comme la boutique de l'argenterie, c'est-à-dire le commerce fructueux d'approvisionnement de la cour qui s'est fixé à Tours après que Charles VII a établi sa résidence au Mont-Ils. Jean de Beaune, en particulier, est un des fournisseurs et son gendre, Jean Brissonnet, devient général des finances et son fils devient le cardinal conseiller de Charles VIII à la fin du XVe siècle. Ce général des finances, Guillaume Brissonnet, entre au Conseil en 1484 et après la mort de son épouse, il devient évêque de Saint-Malo et fait cardinal en 1495 après avoir assisté le roi dans l'organisation de l'entreprise sur Naples. Les Brissonnet sont au centre d'une toile de financiers, parmi lesquels, et l'on rejoint le clan, se trouvent les Grelier, les Poncher, les Dumuseau que j'ai évoqués tout à l'heure. Or, les Neuville, précisément, par leur alliance avec les Legendre, sont proches de ces familles et bénéficient de l'élan de ces financiers du Val-de-Loire. Nicolas II de Neuville, le grand-père de Villeroy, a débuté sa carrière dans des offices de finances, à Milan en particulier. Autre grande famille qui compte, c'est celle des Robertet, qui, elle, est issue du service des comtes de Bourbon dans le Forêt, modestement à Montbrison. Florimond Robertet, lui, apparaît régulièrement au Conseil à la fin du règne de Charles VIII, donc entre 1494 et 1498, et il fait partie des favoris du souverain suivant, Louis XII. Après la chute de Pierre de Rohan en 1506, puis la mort de Georges d'Amboise en 1510, il est au sommet de son pouvoir. Et à l'avènement de François Ier, il est maintenu dans ses offices, mais pas au premier rang. Quel rapport avec le clan Bochetel ? Eh bien, les Robertet auraient mené avec eux nombre de personnages, puisqu'ils se sont notamment fixés à Blois. Et ce seraient eux qui auraient amené notamment les Morvilliers à la cour. Puisque, en effet, Florimond Robertet s'est ancré à Blois, où il a convolé avec Michel Gaillard. Par ailleurs, Florimond Robertet aurait formé nombre des futurs secrétaires d'État. Fauvelet-Dutoc, l'un des premiers historiens des secrétaires d'État au XVIIe siècle, en fait le père des secrétaires d'État, et il aurait d'ailleurs mené avec lui Guillaume Bochetel et l'aurait formé. C'est en fait dans la première moitié du XVIe siècle que le clan Bochetel prend l'ascendant sur ce groupe des financiers qui l'a certainement poussé au pouvoir, même si les traces en sont ténues. Donc le règne de François Ier est le second temps dans cette affaire, puisque la monarchie se transforme alors très profondément, se complexifie. Olivier Poncet a évoqué les légistes, eh bien c'est sans doute là leur triomphe. C'est le cas de Guillaume Bochetel en particulier. Notaire et secrétaire du roi en 1518, protégé du connétable Anne de Montmorency, il accomplit plusieurs missions diplomatiques. Donc, 1528, il est en Italie. 1530, il est en Espagne pour négocier le retour des enfants de France laissés par François Ier après sa capture à Pavie. Il participe aussi ensuite à plusieurs autres négociations et à son retour, il devient secrétaire des Finances en 1532. Il est alors un homme de plus en plus écouté au Conseil. Et à compter des années 1540, il commence à réunir autour de lui un ensemble d'alliés, notamment son commis, Claude de Lobépine, qui épouse sa fille Jeanne en 1543, et son beau-frère Jean de Morvilliers, qui devient ambassadeur à Venise entre 1546 et 1550. Guillaume Bochetel, en fait, n'est pas isolé, il fait partie d'un monde de techniciens en ascension qu'il faut restituer. C'est le cas de ses secrétaires des Finances qui signent tous les documents qui impliquent un mouvement de fond et ont acquis, c'est bien connu, un rôle politique important. À l'avènement de François Ier en 1515, ces secrétaires des Finances sont trois.
Et il semble par la suite qu'il y en ait eu 4, et jamais plus, avec un rôle assez différent selon les expéditions. Mais on a des cas d'hommes politiquement très importants et plus importants que Guillaume Bochetel. C'est le cas de Jean Breton, par exemple, issu du notariat orléanais, qui a épousé la fille d'un autre secrétaire des Finances, dont il obtient la charge. Chargé lui aussi de missions diplomatiques dans les années 1520, il devient un conseiller très écouté dans les années 1530. Nicolas de Neuville, quant à lui, le grand-père de Villeroy, est lui aussi secrétaire des Finances en 1515. Il était sans doute déjà au service du futur roi, François d'Angoulême, et il accomplit à son tour plusieurs missions diplomatiques. Tous ces hommes, en fait, ont peu à peu peuplé le Conseil et sont devenus des techniciens indispensables au point qu'à l'avènement de Henri II, ces personnages sont récompensés. Leur place dans le Conseil est sanctionnée. Le nouveau roi, en fait, en 1547, crée 4 secrétaires des commandements, qui sont ensuite appelés secrétaires d'État et qui sont les ancêtres des ministres de Louis XIV. Ils sont chargés de recevoir les correspondances selon un département géographique et de rédiger les réponses sous la dictée du roi. D'où leur contre-signature au bas des actes. En réalité, cette charge devient bien plus que cela. Ce n'est pas simplement une charge d'écriture et elle prend rapidement un tour politique parce que ces hommes sont devenus des personnages clés du gouvernement monarchique. La charge, c'est eux qui la font et qui leur donnent son envergure politique et ils ont beaucoup d'ambition. Donc ces 4 secrétaires en plus, en 1547, qui sont nommés, sont des secrétaires privilégiés du souverain et des hommes déjà très importants. Côme Claus a été secrétaire des Finances du Dauphin, Jean Duthier, son collègue, secrétaire du connétable d'un Montmorency. Et les 4 secrétaires ont accès au Conseil et servent dans des missions diplomatiques. Ainsi va-t-on retrouver Claude de Lobépine à la négociation du traité du Cateau-Cambrésis en 1559. Et c'est un groupe qui est très unitaire d'un point de vue familial. Ils partagent tous des liens familiaux et amicaux. Les Claus, un seul exemple qui vous donnera une idée de la chaîne. Les Claus, par exemple, sont liés au Villeroy par une des épouses du grand-père de Villeroy, puis ils s'allient plus tard aux Lobépine, eux-mêmes alliés au Villeroy. Et des liens d'amitié unissent tous ces secrétaires. C'est en fait entre 1547 et 1577 que le clan atteint son plus grand pouvoir. C'est la 3e période. Sous Henri II, alors voici Claude de Lobépine, qui écrit extrêmement mal, comme vous le voyez avec cette lettre. Ils écrivent tous extrêmement mal, vous allez le voir. Claude de Lobépine donc, et son beau-père, donc Guillaume Bochetel, sont secrétaires d'État et sont mêlés alors aux affaires les plus importantes. Jean de Morvilliers, Claude de Lobépine et son frère, le puissant évêque de Limoges, Sébastien, figurent parmi les signataires du traité du Cateau-Cambrésis en 1559. À ce moment-là, les équilibres du pouvoir dans le clan commencent peu à peu à se déplacer puisque les Lobépine prennent un poids de plus en plus important. Guillaume Bochetel, d'ailleurs, meurt en 1558 et il est remplacé comme secrétaire d'État par Jacques Bourdin, qui n'a certainement pas l'envergure des Lobépine, quoiqu'il soit inséré dans un réseau parlementaire très puissant. La chance du clan réside dans la mort accidentelle de Henri II en 1559, suivi par son fils François II. Sous François II, alors que dominent les princes lorrains, les Guises, François, duc de Guise, et son frère Charles, cardinal de Lorraine, le clan Bochetel s'insère plus ou moins prudemment dans leur clientèle. Mais en décembre 1560, François II meurt et laisse le trône à son frère mineur, Charles IX, sous la tutelle de Catherine de Médicis, qui, elle, écarte les princes lorrains et s'appuie nettement sur les secrétaires d'État et les hommes du clan Bochetel, mais aussi sur des hommes modérés, qui permettent de mettre en place sa politique de concorde incarnée par le chancelier Michel de l'Hôpital. Le centre de gravité du clan, côté Lobépine, se confirme. Les Bochetel ne sont plus en capacité de reprendre les rênes, soit parce qu'ils sont absents en diplomatie, soit parce qu'ils sont irascibles, c'est le cas de Jacques Bochetel, soit parce qu'ils sont protestants, c'est le cas de Jean Bochetel. Les Lobépine, eux, sont très en faveur auprès de Catherine de Médicis, et l'ambassadeur anglais ne s'y est pas trompé. En 1561, il affirme que pour les affaires particulières, la reine-mère, les évêques d'Orléans, Morvilliers, et de Limoges, Sébastien de Lobépine, ainsi que Lobépine font tout. Mathieu Gélard l'avait montré dans son étude sur Catherine de Médicis, où il montrait en particulier l'importance des Lobépine dans les négociations avec l'Espagne. Jean de Morvilliers, quant à lui, qui est ici, est de l'évêque d'Orléans, qui a fait un court passage au Concile de Trente en 1562-1563, et devient à son retour un conseiller très écouté. Il fait d'ailleurs partie des personnes toujours présentes au Conseil. Ainsi, lors du Grand Tour de France entre 1564 et 1566, lorsque la reine-mère présente Charles IX à son royaume, il est tout le temps présent à la suite de la cour. En 1568, après la disgrâce de Michel de l'Hôpital, suite à la
à l'échec de la politique de Concorde, il devient garde des Sceaux et le reste jusqu'en 1571. Là encore, le clan Bochtel n'est en réalité qu'une petite frange des conseillers à replacer dans la vaste nébuleuse des agents de la politique de Concorde, sur laquelle je reviendrai. Ils sont en effet de toutes les paix de religion, mais ne sont pas les seuls. C'est ce qu'a montré Marc Greengrass, qui constate en particulier pour les négociations de la paix de 1577 à Bergerac que tous les individus sont issus de l'entourage de Catherine de Médicis. La particularité du clan à ce moment-là, c'est une mainmise sur les secrétariats d'État. En 1570, le clan en contrôle 3, et en 1579, il les contrôle tous, puisque le 4e est supprimé. S'affirme à partir des années 1570 une autre figure dominante, et c'est celle alors qui était sur le portrait jeune et fringant, c'est Villeroy, qui est proche de Charles IX, protégé de Jean de Morvilliers et de Sébastien de Lobépine, et il fait sa première négociation d'importance à Bergerac en 1577, et il est ensuite de toutes les négociations jusqu'à la fin du règne de Henri III, dont il est un proche. Le roi, le fait a été très bien décrit par Jacqueline Boucher, lui écrit des billets très familiers, l'appelant affectueusement Bidon. Et pourtant, en 1577, Sébastien de Lobépine et Morvilliers sont disgraciés. Et Morvilliers, qui assurait l'unité dans le clan, meurt en octobre 1577. À ce moment-là, l'unité du clan est beaucoup plus fragile. Villeroy subit des attaques politiques à plusieurs reprises. Il est éclaboussé dans un scandale d'espionnage, l'affaire Salcedo. Il est éclaboussé ensuite par l'incompétence de son beau-frère, qui trempe maladroitement lui aussi dans des conjurations en Angleterre. Enfin, il est pris à partie en plein conseil par le duc d'Épernon en 1587, et qu'il appelle, c'est Pierre de l'Étoile qui le rapporte, petit coquin, et le menace de lui donner 100 coups d'éperon comme un cheval rétif. Et le roi ne le défend que très mollement. Villeroy, à ce moment, n'est pas tout seul dans le clan. Il y a Claude Pinard, qui est un proche secrétaire de Catherine de Médicis, pour laquelle il écrit des billets jusque très tard dans la nuit. Il y a aussi Pierre Brulard, qui est de très nombreuses négociations, et qui est l'héritier du réseau parlementaire des Bourdins, auquel ils sont alliés. Pourtant, cette puissance du clan vole en éclats en septembre 1588, lorsque les secrétaires d'État sont congédiés. Et c'est la fin de l'influence politique du clan. Le renvoi est très difficile à éclaircir. Henri III, politiquement, est alors en très grande difficulté. En mai 1588, il a été contraint de fuir Paris face au duc de Guise. Il a été contraint de prendre l'édit d'union en juillet, peu après, qui proclamait son union avec la Ligue catholique. Et le renvoi est aussi une reprise en main politique. Les secrétaires sont régulièrement accusés d'être trop attachés à la Ligue, ou trop attachés aux protestants, dont l'acte suivant de la reprise en main est l'exécution à Blois des chefs de la Ligue les 23 et 24 décembre 1588. Ce renvoi est aussi le fruit d'un divorce entre le roi et sa mère, Catherine de Médicis, alors que les secrétaires lui sont beaucoup trop attachés. Enfin, le roi s'est peut-être lassé de la mainmise de ces hommes sur le gouvernement et de leurs querelles incessantes. Le nouveau règlement soumet d'ailleurs les secrétaires au roi et leur laisse une marge de manœuvre très étroite. Mais le geste est en fait de très courte durée, avec l'acmé de la crise politique et religieuse, puisque Henri III est poignardé à Saint-Cloud en août 1589 et le royaume se déchire. Autour d'Henri IV, protestant, les politiques acceptent un ralliement à un souverain protestant au nom de l'unité et de la légitimité dynastique. Mais les ligueurs catholiques rejettent un hérétique et nombre de villes se soulèvent. Le clan est un peu ennuyé dans cette période et n'avance pas d'un front uni. Certains se rallient à Henri IV et d'autres hésitent. D'autres encore font des choix extrêmement périlleux. Alors, c'est le cas précisément de Villeroy, qui après la prise de Lyon par les ligueurs en 1589, opération dans laquelle son fils Charles de Neuville aurait trempé, Charles de Neuville, qu'il appelle d'ailleurs son petit brigand, il finit donc Villeroy par se rallier à la Ligue, tout en refusant quand même de prêter serment. Il devient le négociateur des politiques, c'est un des mots de son biographe, Joseph Noailhac, et il œuvre au rapprochement entre les deux confessions. Il parvient à revenir en 1594 au prix de 6 années de manœuvre et à se présenter comme l'indispensable négociateur et le très fidèle, qui n'a basculé dans la Ligue que pour préserver la France. Mais il ne rappelle pas autour de lui ses parents. Et au début du XVIIe siècle, le clan a ainsi vécu. Les Pinard n'ont pas réussi à revenir. Ils sont impliqués dans une sombre affaire de trahison à Château-Thierry. Les Brulard, quant à eux, sont toujours là, avec cette fois une branche collatérale qui est issue du futur chancelier Nicolas Brulard, qui a repris la place de Pomponne de Bellièvre, et son fils Pierre, au chancelier, vicomte de Puisieux
épouse la petite fille de Villeroy et reçoit la survivance de sa charge, prenant sa suite en 1617. Les Lobépine ont encore un rôle. C'est le cas de Guillaume de Lobépine qui reste avant tout un gentilhomme berrichon. Mais son fils, Charles de Lobépine, devient garde des Sceaux après la journée des dupes en 1630. De nouvelles familles ministérielles prennent la place du clan. Les Loménie, les Philippot, les Beauclerc, les Boutillier en particulier. Et Villeroy est en particulier, on pourrait reprendre la formule, le père des secrétaires d'État du XVIIe siècle. Paul Philippot, Charles Beauclerc ont été ses commis. Et c'est ainsi finalement que se termine l'histoire des Bochetel. Une histoire qui finalement est une histoire de France. Je pense que vous avez compris à travers cette très longue saga qu'en réalité, pour ceux qui ont l'habitude de raisonner par règne, par événement historique, selon le point de vue qu'on adopte, si on adopte celui des Bochetel, effectivement, il y a une très longue continuité qui se joue des guerres civiles, qui se joue des changements de dynastie, qui se joue des coups d'État de différents règnes, jusqu'à effectivement une forme d'épuisement qui peut s'expliquer de différentes manières. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est qu'en réalité, ces gens-là sont unis par une espèce de ciment particulier, qu'ils sont encore des provinciaux, et le destin du dernier Lobépine, qui demeure un gentilhomme berrichon, finalement montre une forme d'histoire circulaire. On vient du Berry, on y retourne après avoir atteint les sommets et on a évoqué les guerres d'Italie, la vision géopolitique française. Donc c'est finalement effectivement une famille qui a incarné pendant un temps relativement long les aspirations, les hésitations, les ambitions d'une monarchie. Et il serait effectivement intéressant de voir dans quelle mesure ils ont contribué à la naissance de l'État et dans quelle mesure l'État les a construits également en retour. Et donc dans ce mouvement dialectique, comment les deux, finalement, le groupe Bochetel et l'État, incarné par ces différents souverains, ont-ils finalement apprivoisé cette nouvelle forme de gouvernement au cours de la période très longue que vous décrivez? Oui, alors ça revient aux acquis un petit peu de mon propos. Je vais reprendre la généalogie pour un peu plus de clarté. Alors il y a plusieurs acquis en fait de ce clan, de cette histoire qui finalement n'est peut-être pas la plus intéressante finalement. Mais c'est ce que représentent ces personnages, parce que j'ai dit que finalement c'était assez commun, ces Bochetel, techniciens, secrétaire d'État ensuite. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils apportent finalement à l'histoire? Bien, à mon sens, plusieurs choses. Le premier, c'est d'abord servir le roi, effectivement, servir l'État monarchique. Ce sont des personnages qui se caractérisent à une grande fidélité aux Valois et plus largement à l'État monarchique dont ils se posent en garant. Les testaments des différents personnages rappellent avec orgueil qu'ils ont longtemps servi plusieurs souverains et avec fidélité. Leur correspondance proclame qu'ils œuvrent pour le bien public et pour le souverain. C'est une action qui se lie en particulier dans les guerres de religion. Je l'ai dit très brièvement, ils participent activement à la politique de concorde de Catherine de Médicis, mise en place à partir de l'édit de janvier de 1562, qui accorde des privilèges limités aux protestants. Et ils sont de toutes les négociations et se montrent modérés en matière religieuse. Sous leur plume affleure le primat du politique. L'hérésie est un scandale pour la majorité des membres du clan, bons catholiques. Mais le désordre est un scandale plus grand encore. Leur attachement à la politique, même lorsqu'elle a échoué dans les années 1580, traduit le désir profond de restaurer l'autorité monarchique. Après la mort de Henri III en 1589, bon nombre se rallient à Henri IV. Et Villeroy ne reste ligueur qu'un temps. Ces individus ont en outre participé à la construction de l'État monarchique. Ils ont inventé la charge de secrétaire d'État. C'est ce qu'a montré d'ailleurs Jérémy Ferrat-Barthomeu, qui avait présenté à son tour les bureaux de Villeroy. Alors que la monarchie est affaiblie et que Catherine de Médicis s'appuie sur les fidèles conseillers pour gouverner, ceux-ci en ont profité pour bâtir la charge et pour devenir d'indispensables intermédiaires entre la cour et les agents royaux. Ils ont bâti des administrations propres à assurer la gestion de l'information et se sont érigés peu à peu en hommes politiques, indispensables pour éclairer la décision au Conseil. C'est pourquoi, sous leur plume, ils se présentent en gardiens de l'ordre public et en serviteurs dévoués de l'État monarchique. Le deuxième acquis, peut-être, ce sont les réseaux que vous voyez ici brièvement avec la généalogie. Le récit occulte en effet que les alliés des personnages sont partout dans l'État monarchique. Et ce sont des réseaux tentaculaires. Philippe Hamon, lui, écrivait que l'on pouvait enserrer tous les officiers de finance dans un même réseau, avec des liens très nombreux. Et on peut étendre sa réflexion. Il est possible, en fait, que l'on ait là tout simplement une société politique prise dans les mêmes familles, une forme de hauts fonctionnaires avant l'heure. Deux exemples suffiront, les finances et la justice. C'est le cas des caisses centrales de la monarchie qui ont été occupées à plusieurs reprises par des alliés.
Gilles de Lobépine, par exemple, le frère du secrétaire d'État, est trésorier des partis casuels entre 1554 et probablement 1556. Un allié de Morvilliers est trésorier de l'épargne, sous Henri II, entre 1555 et 1559. Outre ces caisses centrales, on trouve plusieurs intendants des finances, créés en 1552, lors de l'expédition de Henri II dans l'Empire. Parmi eux se trouve Olivier Lefebvre, seigneur d'Ormesson, qui épouse Anne d'Alessaux en 1557, précisément pour bénéficier de l'appui de son grand-oncle, Jean de Morvilliers. Quant au Parlement de Paris, domine le réseau Bourdin-Brulard. Deux familles alliées depuis un mariage en 1523 et dont les témoins témoignent d'un bon réseau parlementaire, dont les témoins du mariage montrent à ce moment-là le réseau parlementaire des Brulard, et un réseau très influent. Il était présent les Hennequin, les Enjolras, les Brinon, qui sont les grandes familles d'alors. Le frère d'Isabeau, qui avait épousé Noël Brulard, Gilles, est procureur général du roi en 1557, à la suite d'ailleurs de son beau-frère. Les Brulard, eux aussi, comptent nombre de parlementaires. Alors, la question qui se pose à énumérer tous ces liens, finalement, est qu'on finit par voir des parents partout. Selon le paradoxe de Milgram, qui notait effectivement qu'on finissait toujours par trouver un lien. Alors, est-ce que ces liens ont un réel sens, finalement, ou est-ce qu'on finit par voir des liens partout ? En réalité, ces liens permettent, oui, à la monarchie de gouverner, par l'entremise de ses serviteurs. Et Catherine de Médicis emploie ainsi Jacques Bourdin pour faire entendre au Parlement l'intention du souverain sur l'exécution de certaines missives. Est-ce un hasard ou est-ce parce que son frère et tout son réseau parlementaire est présent ? En 1563, c'est le jeune Villeroy qui doit se rendre au Parlement pour informer l'institution que Catherine de Médicis se prépare à une entrevue avec Condé et les principaux chefs de guerre. Envoyer ces hommes n'est sans doute pas un hasard et la régente sait tirer parti de leur réseau. Les secrétaires sont régulièrement amenés à solliciter les caisses de la monarchie à leur tour. Ainsi de Claude de Lobépine qui recourait à son neveu Nicolas de Verdun, trésorier des partis casuels, pour obtenir le paiement du traitement de son beau-frère, ambassadeur. Les liens de sociabilité n'ont-ils pas alors joué ? Sans doute, mais les traces, en tout cas explicites, en font peu mention. Le troisième acquis, c'est le lien entre le pouvoir central et le pouvoir local. Le groupe, effectivement, met le lien entre les deux, puisque c'est un clan issu de la bourgeoisie berruyère et qui a conservé des liens très importants, et qui, en effet, y retourne au XVIIe siècle. Les liens entre la cour de France et la province ont souvent été coupés quand on étudie des familles. Une fois arrivé à la cour, on oublie aisément les origines du Rastignac, mais il faut redonner toute sa place au vivier d'alliés locaux, à Bourges, mais aussi dans les lieux de pouvoir des familles du clan, à Paris pour les Neuville, à Blois pour les Morvilliers, dans la Nièvre pour les Grantrey par exemple. Le Berry, pour ne prendre qu'un exemple, n'est pas la province la mieux dotée au XVIe siècle, mais elle a été confiée en apanage à plusieurs princesses royales. Elle possède une université qui a eu quelques professeurs influents, et elle fait partie du Val-de-Loire qui est un des principaux théâtres des guerres de religion. Bourges revêt donc un intérêt certain pour la monarchie. Or, le clan Bochtel n'a jamais oublié Bourges. Des alliés occupent les instances principales du gouvernement provincial. Dans l'élection de Bourges, par exemple, le frère de Guillaume Bochtel est receveur, outre un allié, Nicolas Riglet. Au présidial, instauré en 1552, on trouve de nombreuses familles, et le prévôt des maréchaux est systématiquement pris tout au long du XVIe siècle dans la même famille, allié des Bochtel. S'y ajoute encore le gouvernement municipal, où plusieurs alliés sont échevins ou maires. Le Berry offre alors au clan, à la cour, une réserve d'alliés, susceptibles de devenir commis ou héritiers. Un seul exemple, François le Maréchal. Il est commis de Villeroy en 1570, avant de devenir général des finances en Berry, puis trésorier général, et enfin, au début du XVIIe siècle, il devient grand-voyer en Berry. Et il occupe à ce moment-là une place prépondérante. La cour sait parfaitement que le clan a les moyens de se faire obéir en Berry. En 1576, alors que la ville refuse d'ouvrir ses portes à son nouveau duc, François d'Anjou, Catherine de Médicis s'irrite, estimant que ses serviteurs ont le pouvoir de faire céder la ville. Des études sur d'autres serviteurs de la couronne confirmeraient finalement ce que je suis en train de dire. Les Robertais, par exemple, ont conservé des liens étroits à Lyon, par l'intermédiaire de la seigneurie de Bellecour, qu'ils ont obtenu par l'entremise de leurs alliés, les Levistes. Mais ils ont conservé aussi des liens en forêt. Quant aux Selves, ils sont issus de l'Auvergne, les Brissonnais de Touraine. Le dernier acquis, c'est que ces personnages incarnent ce que André Tiraco avait évoqué comme un quatrième État. Un quatrième État au service du roi, puisque ces familles ne sont ni tout à fait nobles, ni tout à fait robines. Elles ont cherché et elles rêvent à noblesse, elles rêvent de s'agréger à la vieille noblesse
et elles imitent les comportements de la vieille noblesse tout en ayant en propre une certaine culture, qui les situe probablement moins dans une noblesse de robe à advenir que dans un entre-deux, entre noblesse et robe cultivée. Alors, ce sont d'abord effectivement des hommes très cultivés, pour certains des mécènes, suivant en cela le modèle royal. Sous François Ier, Gilbert Gadofre avait souligné la promotion de la culture, devenue nécessaire pour obtenir les postes les plus élevés dans l'administration, ce que l'on connaît en particulier en Italie à la fin du XVe siècle avec les chanceliers humanistes. Les Bochetel, eux, donnent à leurs enfants des précepteurs de renom. C'est le cas de Jacques Amyot en particulier. Et Bernardin Bochetel est un véritable érudit qui possède une très importante bibliothèque. Les Neuville et les Lobépine sont insérés dans les cercles poétiques, avec les Ronsard, qui a rédigé des vers à tous les secrétaires d'État. Cette promotion des lettres aboutit à un modèle du grand officier lettré à une fréquentation des milieux artistiques. Ces grands officiers représentent la frange supérieure de la bourgeoisie, qui aspire à la noblesse. Ce sont les bourgeois gentilshommes qui ont été étudiés par George Huppert. Et c'est une aspiration ancienne, puisque dès le XVe siècle, les bourgeois qui ont réussi s'efforcent d'acquérir des seigneuries, dans le souci de se procurer des revenus, bien entendu, mais aussi de vivre noblement. Au XVIe siècle, dans un contexte d'ouverture sociale et où l'anoblissement paisible est possible, les hommes du clan qui ont réussi à la cour tentent de faire oublier discrètement leur origine roturière. Certains se constituent ainsi d'immenses patrimoines. C'est le cas des Villeroy, héritiers des Legendre en Vexin français, ou à Chanteloup, sur lequel Mathieu Dejean a montré notamment l'importance des jardins. C'est le cas des Bochetel qui acquièrent plusieurs seigneuries en Berry, et c'est le cas plus spectaculairement des Lobépine qui, autour de Châteauneuf-sur-Cher et en une dizaine d'années, se sont constitués un immense patrimoine autour du marquisat. Les hommes restés à un niveau plus local en Berry n'agissent pas autrement, mais à plus petite échelle bien entendu, acquérant des fiefs, constituant des fortunes immobilières très importantes à Bourges. Alors, ce sont des terres qui ne sont pas uniquement là pour les ornements ou pour passer dans la noblesse, mais ce sont aussi des sources très importantes de revenus et la gestion est très soigneuse avec le relèvement des droits, à travers la confection des terriers, l'acquisition de nouveaux droits. Et à la fin du XVIe siècle, enfin, les plus puissantes familles du clan sont parvenues à s'allier avec la vieille noblesse et certaines peuvent embrasser la carrière des armes. Le cas de Charles de Neuville, le petit brigand de Villeroy, est très bien connu. Il guerroie aux côtés de Jacques de Matignon à la fin des années 1580, puis côté ligueur, et il se rallie avec son père. Il devient à ce moment-là ambassadeur à Rome entre 1605 et 1608, et puis gouverneur de Lyon en 1612, où la famille s'implante d'ailleurs durablement. C'est donc effectivement un clan Bochetel qui dit beaucoup plus sur la nature de l'État monarchique et sur le profil de ses serviteurs. Ce qui est assez remarquable dans votre étude, c'est qu'en réalité, pour chercher l'État, vous vous en êtes éloigné le plus possible d'une certaine manière. Vous êtes allé pister ces hommes au ras de leur conquête territoriale, au milieu de leurs alliances de gens pour nous inconnus. Et d'une certaine manière, vous faites surgir en effet des éléments qui étaient totalement inédits, totalement inconnus, même si en effet les grandes lignes de cette histoire ministérielle pouvaient être connues depuis Fauvelet-Dutoc. En réalité, ce que vous apportez, c'est quelque chose de très très neuf. Et je crois qu'il est temps à présent d'informer les personnes qui sont ici présentes de la manière dont vous avez acquis ces informations, où vous êtes allé les chercher, comment vous avez su faire parler des sources qui existaient avant que vous n'y mettiez votre nez dedans, mais que vous avez su, effectivement, avec ténacité, faire parler. Et je crois que c'est une leçon, finalement, à la fois pour les historiens, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent au passé, que de voir que des indices relativement faibles peuvent produire des conséquences assez importantes, hein, sans évoquer la théorie des battements d'ailes d'un papillon. On a là effectivement la démonstration que la découverte d'un inédit dans des archives relativement peu fouillées peut provoquer des mécanismes de réflexion qui conduisent à s'interroger sur la nature de l'État, hein, cette grande passion française. Donc je trouve que ce serait intéressant de nous faire partager un petit peu votre exploration des sources de manière rapide, mais effectivement assez descriptive pour nous. Merci. Alors les sources, effectivement, sont un point très important parce que sinon, effectivement, on refait un peu toujours la même chose. Donc il faut trouver une autre solution. Alors, le clan Bochetel invite en fait à proposer effectivement une histoire qui utilise les documents comme trace et ne leur assigne pas vraiment un champ d'étude traditionnellement. Alors, il y a deux fonds traditionnellement qu'on peut utiliser. J'évoquerai d'abord, mais très rapidement, l'absence de fonds privés homogènes. Donc, à l'époque moderne, effectivement, c'est ce qu'a montré Olivier Poncet, les officiers emportent par devers eux leurs papiers. Et effectivement, avant le règne de Louis XIV, il n'existe pas de dépôt ministériel.
contrairement notamment aux autres grandes monarchies européennes qui commencent à structurer des papiers. Pour nous, ça n'existe pas. Les autres restent en main privée, donc ceux du secrétaire d'État Jean Duthier ont fini à Saint-Pétersbourg et risquent d'y rester un long moment. Les papiers de Florimond Robertet, eux, effectivement, existaient, en témoigne l'inventaire. Il est sûr que les Lobépine et les Morvilliers, eux aussi, ont des papiers. Sébastien Lobépine prévoit d'ailleurs très soigneusement la dévolution de ses papiers dans son testament. Jean de Morvilliers lui veut que les siens reviennent avec ses livres, à son neveu Jean de Vulcob, qui l'a formé. Pour les Bochetel, on peut penser que les archives sont restées à Bruyas-Ménon, dans le fonds seigneurial. Il suffit d'ouvrir le fonds seigneurial, et il se trouve effectivement qu'une cote porte la mention de correspondance de Michel de Castelnau. Bon. Ici, on l'ouvre, on va trouver 3 lettres, dont une d'une prophétie invraisemblable d'un personnage, qui donc effectivement sont des témoignages qu'il existait des archives privées, mais qui ont disparu. Ce sont des archives effectivement qui ont été mal conservées, et les archives des Lobépine en témoignent très bien, puisqu'elles étaient entreposées à Villebon au XVIIIe siècle, possession des Sully, qu'ils ont récupérées par un mariage, et elles ont finalement effectivement été retrouvées par Louis Paris au XIXe siècle, dans un assez mauvais état, qui en a publié une partie, et une partie maintenant a été vendue, acquise dans les années 90, et donc aux archives diplomatiques. Et puis il y en a une autre partie, alors qui ne viennent pas de Villebon probablement, mais qui sont à la Bibliothèque nationale de France, dans certains volumes. Quant aux archives de Jacques Bourdin, elles ont péri dans le feu qui a ravagé le Louvre lors de la Commune de Paris en 1870. Donc les archives ont disparu. Et en plus de cela, les personnages ont fait un tri très sévère. Il faut avant tout conserver les documents propres à ce que Guillaume Bochetel évoquait comme une belle chronique. Donc on élimine tous les papiers, effectivement, qui ne sont pas politiques. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, il y a 2 sources. La correspondance politique, d'abord, que vous avez ici avec l'autographie de Claude Lobépine. Les hommes de la Renaissance écrivent beaucoup, en lien, effectivement, avec l'essor ancré au XVe siècle du gouvernement épistolaire qui prend son essor à l'époque moderne. L'information est clé dans le gouvernement et une véritable inflation se produit, corrélée à l'évolution et à l'intensification des pratiques diplomatiques de la fin du Moyen-Âge, avec notamment l'essor de l'ambassade résidente. Les instructions des ambassadeurs exigent ainsi que ceux-ci écrivent très souvent, et même quand un ambassadeur n'a rien à dire, il écrit. Et donc, les correspondances sont assez souvent le seul vestige des activités de ces individus, de ces Robins. Je ne prendrai qu'un exemple, Jean de Morvilliers, qui en offre un très bon exemple. Donc, il commence à apparaître dans les sources avec des correspondances en 1546, parce qu'il devient ambassadeur à Venise. Il revient en 1550, et là, silence. Il réapparaît en 1553, parce qu'il y a une lettre qui intéresse les affaires privées, qui a subsisté. 2 années de silence. Une lettre en 1555, parce qu'il voyage à Rome. Encore 2 années de silence. Une longue série, parce qu'il fait une mission en Brest en 1557. 2 ans de silence. Des lettres qui sont liées au traité du Cateau-Cambrésis qu'il négocie en 1559, 1 année de silence. Et en 1561 commencent des années beaucoup mieux connues, parce qu'il devient un conseiller très écouté de Catherine de Médicis. Au total, on peut rassembler un peu plus de 5000 lettres, écrites ou reçues par les hommes du clan, avec une prépondérance pour la correspondance active d'une part, et surtout une prépondérance pour la correspondance dans la 2e moitié du XVIe siècle, et avec des secrétaires de 2e génération, si l'on peut dire, qui sont mieux connus, c'est-à-dire Villeroy en particulier, quand les premiers le sont beaucoup moins. Ces correspondances politiques renvoient à 2 traditions d'épistolaires. La première, c'est celle des chancelleries médiévales, où l'épistolaire a vocation à diffuser les décisions du souverain et à transmettre les ordres. Elles empruntent donc les formes très officielles de l'écrit, avec leur code rigoureux, un contenu très attendu. La plupart du temps, on va y trouver un rapport sur la situation politique. Et d'ailleurs, il est très difficile souvent de savoir de quoi il retourne, en l'absence d'une série continue. L'ambassadeur ajoute à cela encore un élément qui complique la lecture, puisqu'il ambitionne de s'effacer derrière un propos impersonnel. Le ton ne se départit jamais vraiment de ce contenu éminemment politique, et Daniel Ménager, qui résumait le travail sur les correspondances diplomatiques, expliquait que cela revenait à pratiquer l'agriculture extensive. La seconde tradition, qui est plus intéressante pour nous, c'est liée aux évolutions de l'épistolaire au XVIe siècle, qui voit une diversification des pratiques. C'est une tradition qui se lie notamment dans les missives échangées entre des personnages plus proches d'un point de vue du statut social. Les lettres se rapprochent d'une correspondance entre honnêtes hommes et sont ponctuées de notations plus privées, de plaisanteries badines parfois. Le ton des personnages, leurs emportements, leurs sentiments sur la situation y sont un peu plus visibles.
Alors il ne faut pas s'y tromper, parce que même dans les correspondances avec, avec d'autres officiers, avec des parents, dans ces lettres que l'on croirait plus ouvertes, c'est pourtant l'information politique qui domine. Le ton, en fait, se veut plus badin parce qu'il entretient l'illusion d'une conversation familière, mais les codes sont toujours présents. Il faut alors faire attention à d'autres signes. L'autographie, qui indique en général une plus grande proximité entre les deux personnages, des formules qui peuvent être employées, ou les signatures. Alors que tirer de ce massif un peu intimidant, décourageant, parfois parce que ce les remplit des murmures du monde? Il faut lire en fait autrement ces sources diplomatiques, en y recherchant la trace des liens entre les membres d'une famille, par exemple en notant les recommandations, les traces et les réseaux amicaux à travers les signatures, les remarques sur les fortunes. La correspondance sur un siècle permet par ailleurs de noter la naissance des amitiés. Et la construction des liens familiaux peut se faire ainsi sur le temps long, en reconstituant les fréquentations de chacun. Et la correspondance permet ainsi de percevoir tous ces éléments. La deuxième source, beaucoup plus classique, celle-là, d'histoire sociale, correspond aux sources notariales. Mais tout comme je veux faire dire effectivement aux sources politiques des éléments d'histoire sociale, on peut essayer de faire dire aux sources sociales une histoire politique. Alors, pour reconstituer les chevaux de la galaxie Bochtel, il faut en fait, pour des personnages qui n'étaient pas très bien connus, reconstituer tout simplement cette généalogie, et donc il n'y a qu'une solution, c'est dépouiller liasse après liasse de notaires. Les archives notariales, effectivement, sont classiquement utilisées pour réfléchir aux fortunes ou aux alliances familiales. Alors, à Paris, ce sont les seuls notaires qui signent, mais à Bourges, des témoins signent, en plus des parties du notaire. Les actes notariés permettent de suivre avec précision la fortune des personnages, mais on peut aussi trouver les contrats de mariage, les testaments, quelques successions qui subsistent. C'est une typologie relativement banale qui est le reflet de l'importance prise un peu à peu par l'écrit, l'acte ayant vocation de plus en plus au XVIe siècle à être employé en justice. Néanmoins, prédominent effectivement des actes à vocation économique, qui est une première limite à la source notariale. À Bourges, les contrats de mariage, les testaments ne se trouvent qu'en petit nombre au XVIe siècle, alors qu'ils pourraient pourtant beaucoup mieux éclairer le périmètre de la parenté de chaque individu et les membres de la famille qui sont privilégiés. Ce qui se trouve donc avant tout dans les liasses, ce sont des documents de nature économique. Alors, qu'en faire? Eh bien, les mariages, les procurations, les transactions passées entre parents, parfois les baux, qui identifient des terres, la demeure baillée, et donc un parent qui pourrait être voisin, un ami, sont en fait très bavards sur le système de parenté à condition effectivement de les faire fonctionner avec les correspondances. Et il suffit donc de ne pas y lire seulement des chiffres, mais d'observer les noms mentionnés. Et c'est ainsi vraiment un hasard si Guillaume Bochtel s'attaque à la seigneurie de la Forêt-Thomier, près de Dun-sur-Oron actuellement, dont une partie est possédée par les Vulcob, auxquels il a marié récemment une de ses filles. Probablement pas, et les démêlés judiciaires qui suivent avec un autre possédant de la terre font d'ailleurs intervenir les Vulcob pour l'aider à triompher. Sur les terres se tissent des amitiés. Villeroy, pendant la Ligue, négocie sur ces terres, en fait celles de son père, lors de la période, et peut s'appuyer sur des relations de bon voisinage, parce que les Duplessis-Mornay sont ses voisins. De même, les deux témoins de Berrichon que j'évoquais tout à l'heure disent beaucoup. On va y trouver des secrétaires, des archers de la maréchaussée, des domestiques et des amis parfois qui étaient là et qu'on a invités à signer l'acte. Les témoins sont aussi présents lors des contrats de mariage, cette fois dans le corps de l'acte, et ce sont des listes qui peuvent être employées pour restituer le milieu social des familles. Enfin, l'écrit notarial est révélateur de l'évolution des familles, parce que les parties y prennent une qualité qui est révélatrice d'un statut social, mais à appréhender avec beaucoup de précaution parce qu'elle est négociée entre les parties. Et elle peut donc varier selon le rapport de force du moment et selon surtout le lieu où l'acte est passé. C'est, alors pour reprendre l'expression de Robert Dessimond, un langage de la dignité. Ainsi, à l'avant-nom noble homme, les hommes du clan parviennent peu à peu, avec grande opiniâtreté, à ajouter la qualité de chevalier qui leur permet de revendiquer la noblesse. On y trouve aussi des mentions d'études. Enfin, les inventaires après décès permettent quant à eux de restituer l'univers matériel des individus, certes, de la cave au grenier, mais donnent aussi les contours de la solidarité familiale. Là, un livre qui appartient plutôt aux frères. Là, par exemple, un contrat de rente passé avec un allié qui a sans doute prêté des fonds. Les archives notariales sont donc essentielles, mais représentent dans leur collecte une source très exigeante. Certains personnages privilégient un notaire en particulier, mais c'est une fidélité qui n'est pas exclusive et d'autres critères interviennent. Et dans le clan, il se trouve qu'il n'y a pas de fidélité notariale, mais plutôt une grande infidélité. Et donc, on utilise dans ces études-là souvent un repérage par les insinuations du Châtelet, puisque certains actes sont insinués.
Et cela donne généralement effectivement les grands actes de la vie de l'individu, testament, contrat de mariage, donation, généralement. Ce que j'ai choisi de faire, moi, était, pour dépasser ces insinuations, un dépouillement en série d'archives notariales qui permet d'exhumer de nombreux actes restés jusqu'ici inédits. La recherche ne peut donc pas se contenter d'une série notariale, même si la famille passe des actes. Il n'y a guère qu'une solution, c'est ouvrir liasse après liasse. Donc 2 grands fonds notariés ont été mis à contribution dans cette étude, les fonds du Minucier central et des notaires parisiens. Alors assez rapidement, dans le Minucier central, c'est en particulier les notaires de la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, où un grand nombre des gens du clan résident. En gros, c'est très simple, il suffit de dépouiller tous les notaires de Saint-Germain-l'Auxerrois au XVIe siècle. Et à Bourges, c'est assez simple aussi, puisque les notaires sont un peu moins nombreux, et donc il suffit de dépouiller toutes les liasses. Alors il existe un repérage qui avait été effectué, et qui permet effectivement de se repérer un petit peu, mais ensuite, effectivement, il faut ouvrir toutes les liasses, et on y trouve beaucoup de choses. Il y a encore certains notaires qui ont subsisté, par exemple Jean Girardot, qui est d'ailleurs un allié du clan, où Guillaume Bochetel passe de nombreux actes importants, dont les contrats d'acquisition de ces seigneuries, ce qui n'est sans doute pas un hasard. Outre ces sources, donc archives diplomatiques, archives notariales, il faut aussi recourir à d'autres regards, puisque, en raison de leurs limites, ces archives notariales doivent être croisées avec d'autres sources. Alors, les archives municipales d'abord. Les archives municipales de Bourges peuvent être mises à contribution avec les livres de comptes de la municipalité de Bourges qui sont bien conservés après 1487, puisque avant ils ont tous brûlé dans le grand feu de la Madeleine. Et cela, ça permet de suivre l'action du clan au service de la couronne. La correspondance urbaine se révèle extrêmement riche. Ce sont des sources municipales qui sont essentielles pour restituer les débuts des familles qui ont commencé, on l'a vu, au service de leur cité. Il faut donc très simplement reprendre les comptes municipaux du XVe siècle pour traquer les bourgeois ordinaires. Et au XVIe siècle, quand ces hommes sont entrés dans les affaires politiques, on peut recourir à d'autres personnages, notamment les ambassadeurs. Les ambassadeurs italiens s'intéressent assez peu aux secrétaires. En revanche, les ambassadeurs anglais sont beaucoup plus attentifs aux conseillers Robin, au conseil du roi. Quelques correspondances espagnoles peuvent être aussi utilisées, mais ces lettres ne se révèlent pas forcément les plus bavardes sur ces personnages. Il faut enfin être très attentif aux hommes politiques. Un secrétaire des Finances, par exemple, du secrétaire du règne de François Ier, demande à être recommandé à Nicolas II de Neuville, signe sans doute d'une fréquentation. Là, un ambassadeur demande à saluer le frère du secrétaire auquel il fait tenir des lettres. Au fond, tous ces détails doivent être tenus ensemble pour essayer d'écrire une autre histoire qui éclaire finalement les continents un peu cachés qui sont présents en raison notamment du tri archivistique. Effectivement, une autre histoire, c'est un petit peu ça pourrait être le sous-titre de votre livre, une autre histoire de l'État, un État qui effectivement préexiste à l'emploi même du terme tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui émerge en fait à la faveur des guerres de religion et qui est acclimaté en particulier à la fin du XVIe siècle. Mais il me semble intéressant à ce stade de notre soirée, et d'une certaine manière pour conclure assez merveilleusement tout ce que vous nous avez dit, de venir sur ce mot qui figure dans votre titre, le mot de clan, que vous n'avez pas choisi par hasard, qui aujourd'hui, pour un Parisien, évoque aussi les guerres de religion, puisque ceux qui fréquentent les expositions actuellement aujourd'hui dans Paris voient, ne serait-ce qu'en se promenant dans le métro, le terme de clan à propos des guerres de religion, puisqu'une exposition se tient aux Invalides sur le sujet, avec une autre exposition de même nature qui montre un certain nombre des portraits que vous avez évoqués au château de Chantilly. Et donc je crois que ce serait intéressant pour ramasser en quelque sorte la matière de tout ce que vous nous avez apporté et des efforts documentaires et archivistiques que vous avez conduits, de revenir justement sur cette dimension de clan et sur cet aspect finalement domestique ou pas de ce qu'est la monarchie entre la fin de la guerre de 100 ans et le début du règne de Louis XIII. Alors, effectivement, à l'issue de toutes ces sources, en fait, la question se posait de quoi en faire, en fait, finalement. Et donc, la solution a été de qualifier le groupe comme clan. Alors, il ressortait des sources une très grande cohérence du groupe, une très forte solidarité entre ses membres, même parfois un rôle assigné à chacun et à chacune. Bon, il faut trouver donc un concept opératoire pour le définir. On pourrait utiliser un concept historique et une réalité historique. Alors, je vais en donner 2 exemples, parce que j'ai beaucoup cherché. Alors, le concept historique qui vient à l'esprit, c'est celui de la clientèle, qui serait d'abord assujetti à Guillaume Bochetel, puis à l'homme fort du groupe, une fois le fondateur mort, par exemple Claude de Lobépine, puis Villeroy. Le lien de clientèle est défini classiquement par Roland Mounier comme une relation entre un patron et un client,
le premier fournissant son assistance au second en échange de son obéissance et de son service. C'est un concept qui a été très utilisé dans les domaines de la noblesse. Une historienne américaine, Sharon Kettering, avait décrit les clientèles administratives au XVIe, XVIIe siècle en expliquant qu'elles, je la cite, servaient à leur patron comme des outils politiques pour les aider à exercer leur pouvoir et à gouverner, et étaient composées d'hommes de robe et de nobles d'épée attirés par l'influence du patron. L'idée a trouvé son application dans des études sur les ministres du XVIIe siècle. Par exemple, une vieille étude d'Oreste Ranum qui avait étudié les créatures de Richelieu. Et puis un exemple étudié un peu plus tard, c'est celui de Colbert, à la tête d'un lobby étudié par Daniel Dessert et Jean-Louis Journet, qui montrait notamment comment le ministre détenait par les obligés les principaux des postes des receveurs généraux des finances, des secrétaires du Conseil des finances et des fermiers généraux, une toile gestionnaire, pour reprendre leurs termes. C'est un concept qui permet de remettre relativement bien en évidence le fonctionnement de ce groupe, où un homme fort ou une famille domine, et où l'ensemble forme une administration au service du roi, mais échoue quand même à rendre compte de la dimension familiale. La notion de clientèle qui implique le patronage omet très largement ici l'horizontalité du groupe. Alors on peut utiliser des concepts historiques, et le plus audacieux peut-être, c'est la mafia. Peut-on, en somme, parler de Don Bochtel et des siens? J'ai ouvert mon propos par les affranchis. Ray Liotta y incarne Henry Hill, qui rêve d'intégrer les gangsters de New York pour, dit-il, devenir quelqu'un. Comparaison absurde, pas tellement. Parce que les Bochtel ne sont certes pas des criminels, mais le fonctionnement du groupe entre singulièrement en écho avec les modèles mafieux. La littérature abondante sur la mafia a en particulier mis en avant un groupe informel détenteur d'un pouvoir local, en l'occurrence la province, et a montré qu'il se heurtait à d'autres groupes. On a le modèle en Sicile de la Consorteria, dominé par le plus puissant clan à la tête duquel se trouve l'homme avec pour qualité soit des réseaux d'amis plus étendus, soit l'âge, soit des qualités personnelles. Alors, cette idée de confédération et l'importance du rôle d'intermédiaire que joue la mafia, et que joue encore la mafia, correspondent très exactement à l'essence du groupe des Bochtel, sans compter que l'idéal familial est lui aussi très présent dans la mafia. Réunir tous ces... Alors, je n'ai pas parlé de mafia Bochtel, mais réunir tous ces éléments peut donc se faire autour de la notion de clan, qui est comprise dans son acception liée à la mafia italienne. La notion renvoie aux Landes écossaises, effectivement, avec un groupe réuni par les liens du sang, de la fidélité ou de l'intérêt. Le clan, c'est un groupe où les liens généalogiques sont plus flous, c'est-à-dire que ses membres ne connaissent pas tous les liens généalogiques entre eux. Et le fondateur du clan est souvent une figure mythique. Les clans ont souvent d'ailleurs un mythe originel sur leur histoire. En Écosse, d'ailleurs, la formation en clan structure l'aristocratie. Et l'on connaît des groupements de clans avec l'admission d'étrangers de protéger justement pour étendre la dimension du groupe. Le clan a enfin des attributs symboliques. Et la notion a été utilisée par Jacques Herse pour l'Italie médiévale, où il avait identifié dans les archives génoises l'importance des groupes familiaux, ou plutôt suprafamiliaux, une association d'individus qui portaient le même nom, écrit-il. Un clan familial qui pour lui comptait de 10 à plusieurs centaines de personnes. Là encore, l'écho avec les Bochtel est très fort. Tous ne portent pas le même nom, mais tous se rattachent à la mémoire des Bochtel, justifiant de parler de Don Bochtel. L'exemple génois se retrouve dans une grande partie de l'Italie. Alors, le clan de Jacques Herse se caractérisait par plusieurs éléments, la primauté de la famille, l'agrégation des serviteurs, mais aussi une clientèle. Au total, effectivement, le clan permet de mettre en avant plusieurs éléments qui sont l'essence des Bochtel. Un groupe uni par les liens du sang d'abord, ensuite un groupe qui a un ancêtre commun, ici un individu précis, Guillaume Bochtel ou une famille. Villeroy se revendiquait d'ailleurs de la race des Bochtel, ce sont ces termes. Ensuite un groupe qui est large et composé d'une fédération de plusieurs familles. Ensuite un groupe organisé avec un chef, soit un individu, soit une famille, successivement plusieurs familles dominantes, donc les Bochtel d'abord, les Lobépine ensuite, et ensuite c'est un peu plus compliqué. Et un groupe qui a une identité ensuite, dans le cas des Bochtel, dans le service du roi et l'origine Robin. Un groupe qui détient un pouvoir, un réel pouvoir et une capacité d'influence à l'échelle du royaume et de la province. Enfin, un groupe autour duquel s'articule une clientèle, dont les membres peuvent être appelés à prendre rang dans le clan. C'est le cas des commis, en particulier, qui sont issus souvent du Berry. De mon clan, je tirerai plusieurs autres éléments. Tout d'abord, c'est un fonctionnement empirique, avec, d'où la réflexion qui a disparu du propos, mais qui était celle de la galaxie, qui permet de montrer que plusieurs systèmes sont emboîtés et plusieurs cercles concentriques.
Le périmètre du clan, vous le voyez ici, est extrêmement large. Et 3 cercles, en gros, à partir des Bochetel, paraissaient couvrir l'essentiel des relations observées. Les Bochetel et leurs alliés directs, les alliés de ces derniers, et encore un 3e rang d'alliés. Mais on a encore des rôles qui peuvent être attribués dans ce clan. On a les puissants en particulier, avec les conseillers à la cour et les secrétaires d'État qui forment le moteur du clan et qui sont issus en gras et qui distribuent la faveur. Ensuite, il y a les officiers de cour qui offrent des relais dans les principales instances de la couronne, l'armée, les cours souveraines, les finances en particulier, auxquelles on pourrait encore ajouter les ambassadeurs. Ainsi, les ambassadeurs en Suisse et dans l'Empire au XVIe siècle sont presque tous des alliés. La diplomatie joue en effet alors le rôle d'épreuve reine et permet de mesurer l'étoffe ou l'incompétence des jeunes gens. Enfin, le clan joue un rôle d'intermédiaire entre la cour et son berry d'origine, à l'image de la mafia. Définir un clan ne suffit pas, et il faut ensuite réfléchir au sens que cela peut porter pour l'État monarchique. Et c'est la réflexion sur l'État domestique, qui est actuellement beaucoup travaillée dans l'historiographie. Cette idée est en fait le fruit d'une plus riche historiographie, c'est finalement le retour de problématiques qu'on développait dans les années 50 et qui revient enrichi de nouvelles études. Les hommes du clan, effectivement, représentent la société politique décrite dans le récit de la naissance justement de l'État moderne, qui avait connu un renouveau dans les années 1990 autour du programme qu'on évoquait tout à l'heure, conduit par Jean-Philippe Genet. Cet État monarchique serait né en Europe entre 1250 et 1350. Et parallèlement se développerait, notamment dans cet État monarchique, une administration décrite par Max Weber, qui décrit la naissance d'une bureaucratie au sein de l'administration, avec des fonctionnaires dotés de compétences, soumis à une hiérarchie, à une discipline, voire à un contrôle de la fonction et recevant des appointements fixes. Max Weber évoque effectivement la bureaucratisation de l'administration avec une forme de rationalisation. La messe est dite, pour ainsi dire, voilà nos Bochetel, bons représentants de la naissance du schéma État moderne et weberien, la naissance d'une administration. Est-ce que c'est si simple que cela? Évidemment non, puisque en devenant le corps administratif de la monarchie, les Bochetel se posent aussi en défenseurs de celui-ci. Et souvent, dans leur missive, on lit leur protestation de défendre le bien public. Un seul exemple, Villeroy. Lorsque le roi Henri III exige de voir les placets des particuliers, qui demandaient des faveurs, en 1574, alors que jusque-là, les secrétaires d'État recevaient les placets, instruisaient les demandes, faisaient signer au roi les rôles, et voilà, expédiaient les grâces. Eh bien, Villeroy s'insurge et estime que les secrétaires étaient parfaitement placés pour garantir que tout se faisait conformément au droit. Mais ce même Villeroy a singulièrement favorisé les siens par l'entreprise justement de ce pouvoir sur la grâce. Alors, qui sert qui finalement? Cela nous montre que le schéma weberien est un idéal, ou plutôt une route en fait. Une route parmi tant d'autres, parmi toutes les routes que pouvait emprunter le développement de l'État moderne. La France emprunte sans doute ce sentier plus résolument sous Louis XIV, même si ce n'est pas encore acté, lorsque les procédures commencent à être mieux définies. Avant, il y a une autre route, un chemin de traverse avec un développement mixte de l'État où les relations interpersonnelles jouent un rôle considérable. C'est l'État domestique. La chose n'est absolument pas nouvelle et vient en fait de la sociologie, de la réflexion de Norbert Elias et de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, en particulier dans Noblesse d'État, expliquait que l'État est né avec une noblesse d'État, mais ne lui préexiste pas. En fait, pour Pierre Bourdieu, l'État serait né avec les corps d'officiers. Les officiers et les robins sont les inventeurs de l'État. Et la noblesse d'Europe, pour Pierre Bourdieu, a dû construire l'État, et donc toute une philosophie politique du service public comme service de l'État, écrit-il. Et il plaide ainsi pour une meilleure connaissance d'un microcosme bureaucratique. Et dans un ensemble au cours au Collège de France, il parle de l'État moderne comme un champ bureaucratique qui serait sorti d'un État dynastique. Tout cela a été traduit en termes historiques par Robert Desimon, qui décrivait l'État comme entreprise, ou par une historienne américaine, Sarah Hanley, qui souligne un complexe État-famille. Autrement dit, l'État se repose sur ses serviteurs. Il n'a pas les moyens de créer une administration, encore moins de la former. C'est donc ses serviteurs qui fournissent tout cela. Ainsi, les jeunes gens se forment sous leurs aînés, et les commis sont pris dans un vivier familial. Pierre Brulard a appris sa charge aux côtés de son oncle Jacques Bourdin, lui-même aux côtés de son beau-père, Guillaume Bochetel. Pour les commis, l'infâme Nicolas Lost, commis de Villeroy, qui a trahi pour l'Espagne en 1604, a pourtant été porté sur les fonds baptismaux par Villeroy, qui a déjà employé son père dans ses bureaux. Et Jacques Bourdin l'écrivait lui-même très clairement à son beau-frère en 1558. « Notre État est si chatouilleux et nous passe tant de chiffres et choses importantes par les mains dont il faut que nos clercs aient quasi même connaissance que nous,
que je ne m'ose servir en telle chose que des plus fidèles jeunes hommes que je connaisse de notre propre nation et même qui aient déjà servi au roi. Traduisons, effectivement, je ne prends que des gens de notre famille. Effectivement, et en retour, la monarchie laisse à ces familles la possibilité, en se faisant, de s'accaparer certaines charges et certaines fonctions. D'où la succession des secrétaires d'État dans la même famille. Thierry Sarment et Mathieu Stoll avaient eu la belle formule des ministres porphyrogénètes sous Louis XIV. Eh bien, c'est exactement le cas à l'époque. Et effectivement, ces personnages privilégient les leurs. Villeroy, en 1596, sur écrit auprès de Montmorency que la suppression des grands maîtres des eaux et forêts ne vient absolument pas de lui, alors que les officiers des grands maîtres des eaux et forêts l'accusent. Pourquoi ils l'accusent? Parce que son beau-frère, Henri Claus, seigneur de Fleury, vient de devenir surintendant des eaux et forêts, pour les remplacer. Le secrétaire a beau protester, sa parentèle profite largement de sa position et les grands maîtres n'ont sans doute pas totalement tort de se plaindre de Villeroy. Cet exercice du pouvoir se retrouve en diplomatie. Autour des ambassadeurs issus du clan, on trouve ainsi des parents secrétaires, des porteurs de courrier, des maîtres d'hôtel, des domestiques dans des rôles similaires. Les parents d'un ambassadeur à la cour lui offraient un soutien indispensable en gardant un œil sur ses biens laissés en France, mais aussi en maintenant son crédit auprès des souverains, afin que ceux-ci ne l'oublient pas et lui procurent quelques récompenses à son service. Pour ne prendre qu'un exemple, Bernardin Bochetel, ambassadeur dans le Saint-Empire entre 1560 et 1565, compte sur ses beaux-frères secrétaires d'État pour être rappelé ou éventuellement être payé de ses gages. Et il accueille même lui-même un parent berrichon au sein de son ambassade. J'en terminerai par là. Le clan Bochetel, brièvement, illustre l'attention renouvelée actuellement à une histoire des individus de second rang qui permettent d'éclairer les mécanismes politiques et le fonctionnement de la monarchie française. Loin finalement des grands récits de l'histoire héroïque à la Lavis, une étude sociale des institutions par les yeux de ceux qui les construisent permet de réfléchir à la nature profonde de l'État monarchique. Je rappellerai une anecdote que j'aime beaucoup pour conclure. En 1699, Saint-Simon rapporte que le maréchal de Villeroy entre en affectant de grands airs et il est pris à partie par le duc de Gesvres, un potier, qui lui jette au visage ses origines de vendeur de marais et aux halles tout en soulignant ses propres origines modestes. La remarque est très juste. Les grands commis de l'État sont issus de modestes marchands du XVe siècle, qui ont réussi par entre-gens, argent, opportunité, travail, mais sans doute aussi mérite, à se mettre au service de la monarchie en pleine ascension, et qui trouvaient dans ces hommes besogneux des ressources idéales pour peupler et développer les nouvelles institutions. La monarchie est donc construite par un monde de petites mains, que méprisait effectivement souverainement Sully, expliquant que les victoires ne s'obtenaient pas par les traits de plume. En réalité, mon histoire plaide pour une forme de micro-histoire de l'État monarchique, par un retour aux sources, pour exhumer la quotidienneté de la monarchie française, faite d'hommes et de femmes avec leurs aspirations, leurs goûts, mais aussi leurs joies et leurs peines, que dévoilent les correspondances. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour cet éloge des petites mains, des historiens talentueux, des archivistes qui conservent les sources pour ces mêmes historiens, et pour ceux qui, je l'espère, nombreux, liront ce travail extrêmement passionnant, parce qu'effectivement, vous l'avez compris, c'est une manière d'aborder de grands événements, de grands règnes, par des personnages que nous avons parfois le tort de négliger ou de ne pas assez bien regarder, et qui illustre effectivement ce qu'a été ce miracle absolu que la construction d'un des plus grands royaumes d'Europe occidentale, avec un appareil d'État extrêmement réduit, et qui étonne toujours quand on songe effectivement à nos appareils d'État aujourd'hui, que ce soit la France ou d'autres pays européens ou de grandes nations. Et donc je crois que c'est une belle leçon d'histoire que de nous inviter à sortir de nos facilités, à dépasser effectivement des lectures un petit peu rapides pour plonger dans une documentation à la fois foisonnante et en même temps extrêmement riche. Il nous reste un petit peu de temps, je crois, pour ouvrir le champ des questions, donc je me tourne vers la salle pour savoir si tel ou tel veut prolonger ce qui nous a été dit, soit par des remarques, soit par des questions sur tel ou tel point qu'il désirerait. Merci beaucoup. J'avais étudié, mais beaucoup moins précisément que vous, le clan des Bochetel-Lobépine. Cela dit, je les avais bien repérés aussi, puisque je suis une consort et ma thèse d'école des chartes portait sur les notaires et secrétaires du roi sous François Ier. Et je voulais vous demander si vous aviez justement regardé également le rôle des femmes
dans la constitution en fait de ces puissances familiales, puisque elles étaient exclues des professions où brillent ces messieurs, ces petites mains. Mais qu'en est-il, selon vous, des femmes? Merci. Merci. Effectivement, alors les femmes, c'est quelque chose de très important. On a un petit peu moins de sources, mais beaucoup quand même, quand on cherche. Alors, on connaît beaucoup Madeleine de Lobépine, qu'on a ici, l'épouse de Villeroy. On connaît Marie de Morvilliers, qui gère les biens. Alors les femmes, pour résumer les choses en 2 mots, pour aller vite, gèrent les biens des époux. Donc en fait, sont cruciales en réalité. Elles sont derrière, elles sont en Berry en fait, en train de s'occuper de tuer les poules et de les amener au marché. Donc c'est très important de recevoir les tenanciers. Ensuite, elles ont un rôle politique qui se voit moins souvent, mais qui se voit notamment dans les femmes d'ambassadeurs. Marie de la Châtre, par exemple, aux côtés de Guillaume de Lobépine, c'est elle, quelquefois, qui est reçue en audience, notamment pour s'occuper des affaires de Marie Stuart qu'ils essayent de sauver. Et à la cour, leur rôle est celui d'ornement, pour ainsi dire, mais jouent un rôle politique, donc extrêmement important, dont on a assez peu mention, mais elles sont souvent dans l'entourage de Catherine de Médicis comme dame d'honneur. Donc c'est le cas de toutes les femmes des secrétaires d'État. Quand on regarde effectivement les listes qui ont été d'ailleurs publiées, les états des maisons. Et donc effectivement, on retrouve leur rôle et elles jouent un rôle assez important. Et après, on a effectivement des traces de querelles. Alors, très feutrées en fait, mais qu'on ne peut pas démêler en réalité, mais on perçoit qu'effectivement, elles jouent un rôle. Et elles jouent un rôle aussi parce qu'en fait, elles sont d'un statut social bien supérieur, dont on ne se rend pas forcément compte comme ça, parce qu'effectivement, ce sont des alliances entre Robin. Et quand Villeroy épouse Madeleine de Lobépine en 1559, Villeroy est un jeune secrétaire, il a une quinzaine d'années à ce moment-là, et c'est rien du tout, Villeroy et sa famille aussi. Elle a beau être extrêmement riche, à ce moment-là, politiquement, elle est un peu délaissée. Et les Lobépine sont en position dominante. Alors, est-ce que sa femme fait plus ou moins ce qu'elle veut, de là à dire cela? Peut-être pas, mais en tout cas, Madeleine de Lobépine assez facilement, certainement, et Marie de Morvilliers aussi. Voilà. Mais effectivement, elle joue un rôle qu'il ne faut pas négliger. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup Damien pour votre intervention. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous écouter. Comme vous savez, on travaille sur quasiment les mêmes sujets. Et moi, une question que j'avais qui est un peu piégeuse, c'est en fait, quel était le rapport des Bochetel envers leur passé moins glorieuse une fois qu'ils commencent à avoir vraiment du pouvoir? Est-ce qu'ils assumaient, comment ils assumaient pas? Et est-ce que vous avez trouvé des traces où il y avait des histoires moins plaisantes qui étaient un peu effacées de l'histoire que vous avez retrouvées par autre moyen? Merci. Oui, alors les questions de généalogie, effectivement, sont très, très importantes. Parce qu'au XVIIe siècle, ces braves gens, en fait, ont fini par entrer dans l'ordre du Saint-Esprit, quelque chose comme ça, ou des fonctions de cet ordre-là. Et là, quand on est dans l'ordre du Saint-Esprit, effectivement, descendre d'un vendeur de poissons, c'est pas terrible. Et donc, effectivement, on a tendance un petit peu à l'effacer et à construire des généalogies glorieuses. Alors, ça a beaucoup été évoqué à la fin du XVIIe siècle. Et donc c'est le cas des Bochetel, mais en fait, alors les Bochetel, pour leur malheur ou leur bonheur, ça dépend, ont disparu, puisqu'effectivement, par les hasards de la généalogie, eh bien, tout le monde est mort à la fin du XVIe siècle, donc c'est à peu près réglé. Mais effectivement, les Villeroy se sont attachés, alors les Villeroy, il n'y a pas de généalogie officielle, mais on a les Lobépine, par exemple. Les Lobépine, si on ouvre les manuscrits Clérambault, qui reprennent ces généalogies pour l'entrée à l'ordre du Saint-Esprit, ils ont fourni effectivement un dossier qui remonte tranquillement jusqu'au début du XVIe siècle. C'est à peu près correct, à quelques erreurs près, mais c'est à peu près correct. Et puis au XVe siècle, subitement, il se rattache à une famille de Franche-Comté à la faveur d'un S. Et c'est la même chose pour Jean de Morvilliers. Si on lit la biographie de Gustave Bagneau de Puchès, eh bien, il fait remonter effectivement Morvilliers au Morvilliers de Comines, qui est cité par Comines. Et c'est une erreur, en fait, parce que le Morvilliers de Comines, il y a un S, et pas Jean de Morvilliers. Donc, effectivement, ils ont cherché à bâtir des généalogies glorieuses. Alors, je sais si je vous ai laissé. Ils ont été bien aidés par Ronsard, qui effectivement est un courtisan, mais qui évoquait l'idée, essayer de chanter un petit peu la gloire. Mais tout le monde savait encore, en fait, à la fin du XVIIe siècle, d'où ils venaient. Donc la question, effectivement, est délicate. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ils sont assez... ils sont pas très satisfaits quand on leur rappelle, mais en même temps, ils ont conscience de leur origine, en tout cas au XVIe siècle, puisque Villeroy, par exemple, ne proteste pas quand Épernon le prend à partie au Conseil.
qui sait pertinemment qu'en fait, il n'est pas du tout du même monde, et il compte effectivement sur le roi, qui, dès que le roi effectivement les abandonne, ben, c'est fini. Donc, Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'en vois deux. Je fais circuler le micro. Bonsoir. Vous nous avez décrit des clans et des stratégies familiales qui apparaissent soudées. Mais du coup, ma question, c'est quelles pouvaient être les concurrences au sein d'une même branche, au sein d'une même famille? Et est-ce qu'il y avait une forme d'hérédité de l'aîné qui devait suivre le père, ou est-ce qu'il y avait des conflits pour succéder à ces charges? Oui, merci. Alors ça, c'est un grand problème, hein, parce qu'effectivement, les personnages, en fait, ont eu soin de se présenter comme très unis dans leur correspondance. Donc tout va bien. En fait, tout va pas très très bien. Dans les années 1580, les personnages se disputent. Et là, on commence à avoir des querelles assez feutrées. Où effectivement, par exemple, je sais plus, j'ai plus les dates en tête, mais Villeroy en particulier, il fait une sorte de concurrence avec Claude Pinard pour envoyer des ambassadeurs en Écosse. Et au bout d'un moment, effectivement, l'ambassadeur anglais, hein, qui sont assez mauvaises langues, hein, quand même, il faut le dire, mais explique que Pinard est qualifié d'ennemi mortel de Villeroy, ce genre de choses. Et effectivement, ils ne s'entendent plus du tout dans les années 1580, pour une raison sur laquelle je suis passé très rapidement. Mais l'homme qui tenait effectivement la façade d'unité, c'est lui, c'est Jean de Morvilliers. Et Jean de Morvilliers, en fait, effectivement, à chaque querelle qu'il y a, eh bien, effectivement, il dit à ses neveux, en fait, il faut arrêter. Par exemple, effectivement, en 1559, Jacques Bochetel lutte pour l'aînesse, parce qu'il estime effectivement qu'il a droit à un grand partage, etc., avec son père. Il veut récupérer toutes les terres. Et Jean de Morvilliers, bon, effectivement, ils font un partage relativement égalitaire, alors avec un avantage de l'aînesse, c'est un début de partage noble, pour des raisons coutumières en Berry et en Île-de-France, mais bon. Et donc, Jean de Morvilliers s'insurge, en fait, et explique à Jacques Bochetel que ça suffit, en fait, et qu'il sera avancé quand, effectivement, il aura fait ses preuves et qu'il ne doit pas, effectivement, mettre en péril la solidarité. Et on a beaucoup de querelles comme ça. Par exemple, lorsque Jean Bochetel meurt, alors on a une seule lettre de Claude de Lobépine à son beau-frère, qui est alors ambassadeur dans l'Empire, et Claude de Lobépine lui dit bon, je trouve assez étrange la manière dont vous avez parlé de votre frère. Et c'est tout ce qu'on a. Et en fait, c'est sans doute parce qu'il y a des querelles très fortes en fait, entre les deux branches. Alors là, parce que Jean Bochetel est protestant. Mais c'est un peu le grand problème de mon histoire, c'est qu'on a beaucoup d'ennemis sans visage ou des querelles assez feutrées, parce qu'ils présentent un front uni. Mais en 1588, si Henri III les congédie, c'est aussi parce qu'ils se disputaient dans les allées du Louvre. Et donc, effectivement, cela devenait un peu compliqué à gérer au Conseil, parce qu'effectivement, Villeroy voulait envoyer un ambassadeur, son beau-frère, Pinard voulait en envoyer un autre, Brulard est plus effacé, mais voilà, un autre, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais oui, ils se disputent. Et sur l'aînesse, effectivement, ils ont cherché à faire privilégier l'aînesse de plus en plus. Bon, pas de chance, ils n'y arrivent pas parce que tout le monde meurt. Et donc, ce qui fait que dans la généalogie, hein, pour effectivement, c'est pas, voilà, ça passe effectivement en branche collatérale. C'est le cas des Lobépine. Hein. Claude de Lobépine, son héritier brillant, hein, Claude III de Lobépine, meurt en 1570, à 24 ans. Donc, on fait passer un défaut à son frère, Guillaume, qui est totalement incompétent en fait. C'est l'ambassadeur anglais qui le dit quand il est envoyé en Angleterre, et il dit que s'il y a quelque chose de bien en lui, il le garde bien caché. Et effectivement, la première chose que fait effectivement Guillaume de Lobépine en arrivant en Angleterre, c'est qu'il a des feuillets blancs, dont certains étaient avec une encre sympathique, pour correspondre avec Mary Stuart, et il tamponne tous les feuillets où il y avait une écriture. Et il renvoie ça à Mary Stuart, qui est effectivement une grosse faute diplomatique, puisque tout le monde sait où chercher, de fait. Et donc, effectivement, l'héritier, là, effectivement, beaucoup se rendent compte que voilà, ça ne va pas marcher, Guillaume de Lobépine, comme secrétaire d'État. Donc, on essaye de prendre Claude IV de Lobépine, un cousin. Et puis, finalement, ça n'a pas marché, puisqu'ils ont été renvoyés en 1588. Mais voilà, donc en fait, le clan est très pragmatique. Les héritiers qui ne fonctionnent pas, enfin, j'en ai un dernier exemple. Pierre de Grandry, il a envoyé au Grison en Suisse. Et au lieu de faire l'ambassadeur, il fait de l'alchimie. Et donc, effectivement, à son retour, eh bien, on ne le consulte plus parce qu'on a estimé que ça ne fonctionnait pas. Et réellement, si on lit sa correspondance, ça ne marche pas. Il insulte ses partenaires dans les correspondances avec les secrétaires d'État, ce qui est fantastique dans une correspondance diplomatique. Donc, voilà. Merci beaucoup. Encore 2 questions peut-être ?
bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi j'aurais une question, vous avez parlé beaucoup des correspondances politiques. Est-ce qu'il y a dans ces correspondances politiques, sur le plan politique, il y a des thèmes de prédilection ou est-ce qu'ils se permettent de traiter de tout? Enfin, est-ce qu'ils restent en technicien ou il y a un moment donné où ils passent à un niveau politique et ils peuvent donner leurs avis sur des grandes orientations de politique ou des choses comme ça? Et aussi sur les thèmes, est-ce qu'il y en a qui sont plus diplomatiques, il y en a qui vont plus s'intéresser à des sujets internes au royaume ou à des pays précis? Merci. Ouais, je fais quoi? Alors, sur les correspondances diplomatiques, effectivement, on a généralement des thèmes politiques, hein, de toute façon, parce qu'on a les ambassadeurs, les secrétaires d'État, donc ils traitent des affaires de France. Alors, on a plus ou moins, ça dépend des ambassadeurs. Pierre de Grandry, par exemple, vous pouvez très bien lire sa correspondance. C'est beaucoup plus intéressant, parce qu'effectivement, il donne beaucoup plus d'informations, voilà, mais parce qu'il ne correspond pas aux standards. Si on ouvre la correspondance de Jean de Vulcob, hein, qui est dans les 500 de Colbert, c'est très ennuyeux, parce qu'il fait des rubriques. Voilà, il se passait ça en Allemagne, il se passait ça, etc., etc. C'est très aride et très sec. Et c'est ça qu'on attend dans un ambassadeur, en fait, en réalité. Donc c'est plutôt ça, effectivement, qu'on va trouver. Et puis souvent, on va avoir des plaisanteries badines à la fin en PS. Alors François de Noailles, par exemple, fait des plaisanteries sur ses chevaux, etc., etc. Et on a beaucoup de... Voilà. Mais ça va dépendre, effectivement, à la fois de la personne à laquelle il s'adresse. Mais généralement, c'est un contenu politique, hein, de manière générale. Il y avait encore des demandes de questions. Merci. C'est aussi sur la correspondance diplomatique. Vous avez évoqué les avis de l'ambassadeur d'Angleterre. Est-ce que, et le caractère quelquefois intermittent ou lacunaire de la correspondance diplomatique des ambassadeurs français, est-ce que vous avez, de vos recherches sur ces sources, comment dire, vous pourriez porter une appréciation comparative? Est-ce que la correspondance, par exemple, des ambassadeurs, soit anglais ou des ambassadeurs de principauté de l'Empire, sont différentes ou se distinguent de celles de vos ambassadeurs, si je puis dire, français? Alors, pour la correspondance anglaise et espagnole, elles sont assez bien conservées pour la seconde moitié du XVIe siècle. Donc c'est beaucoup plus suivi en fait. Parce qu'ici on dépend, la Bibliothèque nationale de France, des séries qu'on a bien voulu conserver. Donc on a des belles séries en Allemagne, on a effectivement des suites, donc là on peut assez bien suivre. Mais en fait, en France, en tout cas, c'est une correspondance diplomatique dans la deuxième moitié du XVIe siècle qui est très bien conservée. Dans la première moitié, c'est beaucoup plus lacunaire, ça dépend des postes, ça dépend des volumes. Ça dépend des personnes qui l'ont conservé. Me semble-t-il, mais pour l'avoir fait un peu pratiquer, il me semble que vraiment l'Angleterre, c'est beaucoup plus suivi. En tout cas, dans les State Papers, on n'a pas trop de difficultés à suivre les ambassades, parce que c'est beaucoup mieux conservé. Et c'est aussi très politique, hein, les State Papers en particulier, ça se ressemble. Et d'ailleurs, ça formerait sans doute une étude, hein, parce qu'ils ont tous les mêmes codes, hein, que ce soit les ambassadeurs espagnols, les ambassadeurs anglais, les ambassadeurs italiens, et donc ils ont tous les mêmes codes diplomatiques et politiques. Donc c'est assez uni et ça permettrait effectivement de savoir où ils ont été formés, et souvent ils ont été formés en Italie. Donc il n'y a sans doute pas un hasard, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus, malheureusement. On va prendre une dernière question. Oui, ça sera 2 en 1, j'en profite. Du part sur la généalogie, est-ce qu'il y a des enfants naturels dans ce clan? Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'on en fait, entre guillemets? Et une sur les sources, par rapport au début de votre clan, est-ce que... Alors, une amitié de plus de 30 ans avec Olivier me porte à croire que c'est la vérité lorsqu'il dit que vous êtes un grand brasseur d'archives. Est-ce que vous êtes allé du côté de la Cour des aides, du fond de la Cour des aides, en particulier à partir qui est intéressant pour les régions du centre du royaume, à partir du retour des Valois, hein, à Paris des années 1430, pour un peu voir à 2 titres ces familles, s'ils sont officiers de finances et s'ils essayent de devenir nobles, plus ou moins. Voilà, et qu'ils sont en conflit avec ce qu'on appellera aujourd'hui leur collectivité locale, pour des raisons fiscales, hein, qu'on imagine. Voilà.
Alors pour les enfants naturels, il y en a. Hein, voilà. Jacques Gassot, qui est un commis de Villeroy et un personnage important en Berry et qu'on connaît par ailleurs pour la littérature, pour ses liens avec les poètes. Lui, il a eu un fils, hein, Jules, à Venise, sans doute, qu'il a ramené d'ailleurs, et il en a fait son héritier sans aucun problème. Enfin, c'est d'ailleurs lui qui a repris la famille. Dans le testament de sa femme, hein, René de Lavaux remet tous ses enfants à Jules Gassot, à la protection de Gassot, qui est effectivement le plus important à ce moment-là. Et puis, il y a le cas à Villeroy, en fait, pas Villeroy lui-même, mais son père, Nicolas III, a eu 4 enfants naturels, qu'il pourvoit tellement bien d'ailleurs que l'un des enfants naturels reprend le prénom qui est utilisé depuis le XVe siècle, c'est un Nicolas. Et donc, effectivement, l'abbé de Chézy, Nicolas V, et qui est qu'on peut très bien suivre dans les archives notariales. Il y a énormément de choses. Et il y a une étude à faire, sans doute, sur lui. Quant à la Cour des Aides, j'avoue ne pas l'avoir fait. J'y ai pas pensé, hein, tout simplement. Donc, voilà. Mais... oui, mais aucun problème. Mais... Oui, non, j'y ai pas pensé, mais effectivement, parce que en fait, les miens sont vraiment des petites mains au XVe siècle, pour ce qu'on peut en savoir. C'est-à-dire que vraiment, ils sont pas encore officiers. Ils restent des petits bourgeois avant, en gros, les années 1450-60, et donc jusque-là, ils sont restés très très modestes. Donc voilà. Mais il faudrait aller voir ça, et de par ailleurs, il faudrait aller voir aussi un petit peu plus les entourages des souverains pour vérifier effectivement. Ce qu'ils ont suivi. On connaît Jean Bochetel, le plus ancien des ancêtres, qui lui a suivi effectivement le dauphin en Dauphiné, le futur Louis XI, et dont lui effectivement a une carrière ensuite de receveur, hein, dans le sud du royaume. Mais pour les autres, non. Hein. Les gens de Morvilliers, les Morvilliers font leur commerce tranquillement. Les autres aussi, hein, ils vendent. Voilà. Donc pour l'instant, voilà. Mais c'est le cas pour l'autre de la société politique, donc j'y penserai. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions pour ce très bel exposé. Je remercie également ceux qui ont posé des questions et qui ont permis de prolonger une discussion que, évidemment, tout un chacun pourra continuer de conduire, soit en lisant le livre, soit éventuellement en échangeant brièvement avec l'auteur à l'issue de la conférence, en achetant éventuellement son livre. Je crois qu'il est en vente à la sortie. Et donc, je vous remercie infiniment tous pour votre présence. Et encore une fois, merci à vous, Damien, pour cette présentation. Merci.